Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Le Sénégal a longtemps disposé des eaux les plus poissonneuses d'Afrique de l'Ouest. Mais la pêche industrielle, les techniques de pêche interdites ou encore la pêche illégale ont commencé à épuiser les ressources. Cette surexploitation qui satisfait l'appétit des usines de farine de poisson installées sur la côte affecte directement les petits pêcheurs et les populations locales qui pâtissent de la baisse d'activité. À bord de leurs pirogues, certains partent alors s'aventurer illégalement dans les eaux des pays voisins comme la Guinée. D'autres préfèrent quitter le Sénégal pour tenter l'aventure en Europe. La vague à l'âme, l'odyssée des pêcheurs sénégalais en Bretagne. C'est un reportage signé Sébastien Descared et Bertrand Dévé. Il est 3 heures du matin. La Belladone vient de quitter l'Orient, son port d'attache. À la barre, Renaud fait route vers Quiberon avec ses 2 matelots, Fabrice et Souleymane, un pêcheur sénégalais immigré en Bretagne. J'étudiais pendant les grandes vacances, je partais à Joal. Besoin de ma famille, je partais là-bas pour travailler, quoi. C'est comme ça que j'ai appris le peu que je sais dans la mer. Moi, j'étais venu en 2012 rendre visite à mon frère qui vit ici. Je lui ai proposé de venir pour chercher du boulot, quoi. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Bon, en France, j'ai resté 3 mois en cherchant du boulot. Et pendant les 3 mois, avant que les 3 mois finissent, j'avais obtenu un contrat. Et c'est comme ça que j'ai changé de papier. Ouais, je peux dire que je gagne bien ma vie, quoi. Je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui croient qu'on travaille parce qu'on est pauvre, non. On travaille pour pouvoir lever la tête haute. Et avec ça que je gagne ici, je me maintiens bien ici et j'aide ma famille au pays. Oui, j'ai le bail du pays, de mon pays. C'est normal, j'ai ma famille là-bas. Il va falloir que j'ai la nostalgie quand même. J'ai quitté le Sénégal pour une découverte, quoi. Je suis venu pour une aventure. Et tôt ou tard, je vais retourner. Renaud a embauché Souleymane il y a 3 ans, peu après son arrivée en France. Il cherchait alors des pêcheurs motivés, sans grand succès. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des matelots compétents, qui sont là le matin. Il faut être là le matin à poste à 2h30, donc c'est pas un métier qui est valorisé, qui est mis en valeur maintenant. Il y a du monde dans les écoles, mais il n'y a personne sur le quai après. Nous on a besoin d'aller en mer pour gagner notre vie. Donc pour aller en mer, il nous faut de la main d'œuvre. On ne trouve pas de main d'œuvre française, on prend un étranger. Hein. Comme dans beaucoup de professions. Je pense que c'est pas évident chez eux non plus. Après, c'est l'éloignement de la famille, ça va pas être évident pour lui. Bah, c'est son choix, hein, c'est un choix que j'aurais pas fait moi. En Bretagne aujourd'hui, ils sont plus de 500 pêcheurs sénégalais à travailler sur les chalutiers des grands armateurs bretons pour compenser le manque de main-d'œuvre. La mine revient de 3 semaines en mer, au large de l'Écosse. Ce matin, il a rendez-vous avec Valérie Lebartz au bureau des affaires maritimes pour l'aider dans ses démarches administratives.
Ça va, Valérie? Ils partent du Sénégal. La plupart ont cette expérience de marins-pêcheurs à bord des pirogues, notamment, la majorité du temps. Enfin, oui, ils sont quasiment tous passés par l'Espagne. En Espagne, ils ont passé des brevets. En général, c'est le certificat Basica, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment. Et du coup, tu envoies les sous par Western Union à ta famille? Oui, ouais. Tous les mois. Tous les mois? Ça me passe. J'ai la nostalgie parce que ça fait des années. Je parle, mais pour juste une journée, voir la famille de mon oncle. Il y a un lien, c'est pas, je connais pas leur vie parce que je pose pas forcément de questions. Ceux qui ont envie d'en parler en parlent. Je pense que ça fait du bien de retourner voir une personne qui les a accueillis à un moment donné crucial de leur vie. Maintenant, voilà, ce sont des petits moments. Alors ça peut être 10 minutes, 15 minutes. C'est comme un petit retour aux sources ici. Voilà. Je l'estime, je la prends comme une sœur. Parce qu'elle a tout fait. Elle pouvait ne pas se casser la tête pour moi, parce que c'était la première fois qu'elle me connaissait, qu'elle me voyait. Et on n'est pas de la même famille, on n'est pas du même territoire. Elle pouvait faire son travail, mais pas se casser la tête. Mais c'est une étape de ma vie quand même. Alain Le San est lorientais et connaît bien la communauté des pêcheurs sénégalais. Avec son association Pêche et Développement, il multiplie les initiatives pour aider la pêche artisanale au Sénégal. Selon lui, ces marins africains ne sont en France qu'en transit. Je pense qu'ils n'ont pas forcément l'intention de s'installer. C'est d'abord la volonté de trouver un travail qui leur assure un revenu. Et puis c'est sûr que comme ce revenu peut être un revenu important, ce qui est intéressant, c'est d'aller le dépenser au Sénégal, où le niveau de vie est beaucoup plus faible. Donc, mais je pense que l'intégration est un peu difficile. C'est pas une question de compétences, mais il y a des écarts culturels. Il n'y a pas grande vie entre les pêcheurs eux-mêmes en dehors de la pêche, quoi. Et donc chacun a sa vie dans sa famille ou ailleurs, et donc l'intégration à l'extérieur ne va pas se faire non plus. Souvent en mer, les pêcheurs sénégalais sont des invisibles à l'Orient. On les rencontre peu en centre-ville, à part dans une petite épicerie sénégalaise, devenue le lieu de rencontre de toute l'Afrique. Toutes les familles sénégalaises qui sont là par rapport à la pêche. C'est des casaniers entre guillemets. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se font des repas, ils s'invitent entre eux, ils se retrouvent quoi, entre eux. Ça va sinon? Voilà, et toi? Ça va. J'ai besoin du piment. Ah, j'ai pas. T'as pas de piment? Non, j'ai que des pâtes de piment comme ça. Hein? T'entends quelqu'un qui parle ta langue, ah ouais, quelle nationalité, blablabla, bah, donc les liens se nouent, les gens se connaissent quoi. Ah, mais là, ici c'est l'Afrique en fait, tout le monde se retrouve ici. C'est des gens qui sont très très ouverts, hein. Ils savent ce qui se passe, ils s'adaptent. Ils s'intègrent facilement, mais ils n'oublient pas aussi qui ils sont et d'où ils viennent. Comme disait le président Senghor, c'est l'enracinement et l'ouverture, quoi. Bah, c'est ce qui caractérise le Sénégalais en fait. Bara est pêcheur sur un chalutier. Quand il revient des longs séjours en mer, il est heureux de renouer avec les traditions dans l'appartement qu'il partage avec son oncle et son cousin. Bah, on ne fait pas aussi beaucoup de temps à terre, quoi. On fait par exemple 24 jours en mer, une semaine à la maison. Donc une semaine qu'on reste à la maison, on profite quand même. Parce que là-bas en mer, tu manges les trucs français, parce que forcément, oui, parce que le cuistot c'est français. Encore, il n'y a pas beaucoup de temps pour cuisiner, comme les façons de cuisiner sénégalais qui prend 1 heure, 2 heures. Je pense qu'un Sénégalais, c'est pas besoin d'apprendre Feke Boudian, parce que tu nais avec. Oui, quand tu nais, tu le vois, donc c'est pas besoin de l'apprendre. Oui. Je commençais capitaine à l'âge de 14 ans, 15 ans. Peut-être c'est pas comme ici, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de moyens. On a juste une compas, tu traverses 5 pays avec, tu regardes les étoiles la nuit, c'est comme ça, oui. Mais il faut connaître, quoi.
Il y a beaucoup de poissons en Sénégal, mais il y a un moment, il n'y a plus de poissons, obligé d'aller à Guinée. Après Guinée, on continue Sierra Leone, Libéria, jusqu'à Côte d'Ivoire. Allah Akbar. Allah Akbar. Oui, bah, après 2006, je rentre en Espagne. Oui, parce que moi, je fais 11 jours avant que j'arrive à Tenerife. 11 jours avec 120 personnes. C'est une pirogue. Oui, il y a des risques quand même. Avec des mauvais temps, j'ai fait 11 jours pour rentrer à Tenerife. Je tente ici mon sens à Lorient. On peut dire que c'est notre deuxième pays, parce qu'on venait pour chercher la vie, sincèrement, mais pour améliorer là-bas, quoi. Oui, c'est ça le but. Bara, Souleymane, Lamine ont tous un point commun. Ils sont originaires de Joal Fadiout, le principal port de pêche artisanal du Sénégal. Ici, la situation de la pêche est de plus en plus critique et l'avenir incertain. Pêcheur à Lorient, Omar profite des fêtes de Noël pour retrouver sa famille. S'il a choisi de faire le même métier que son père, il ne souhaite pas le même avenir pour son fils. Comment tu as fait pour répondre alors? À mon fils, j'aimerais qu'il devienne footballeur. Quand il aura 7 ans, je vais l'amener à l'école de foot. Bon, comme ça, il va faire foot-études. S'il réussit, s'il a eu un peu de talent comme son père, il peut réussir. Bon, s'il n'a pas de talent, il connaîtra ses études. Mais je n'aimerais pas qu'il soit pêcheur, c'est sûr. Et je trouve que c'est un métier très dur, très usant et qui devient de moins en moins rentable. J'aimerais bien qu'il s'oriente vers d'autres trucs, quoi. L'argent qu'Omar envoie à sa famille fait vivre le foyer et permet de payer la pirogue de son frère qui gagne péniblement sa vie dans la pêche locale. Sakura, un autre frère d'Omar, est lui aussi pêcheur en France et revient peu au Sénégal. Fatou, sa femme, souffre de cet éloignement permanent. Être une femme de pêcheur qui n'est pas dans ton pays, c'est trop difficile. Parce que c'est un acte de bravoure pour quitter sa famille et laisser sa femme seule et ses enfants pour aller s'émigrer. Moi, je reste ici presque 1 an ou 2 ans. Je n'ai pas vu mon mari seulement au téléphone. Et lorsqu'il était ici, il ne pouvait aider personne parce qu'il demandait de l'aide. Et quand il est allé en France, il peut aider quelqu'un. Je préfère ça parce que je sais que mon mari travaille et il a une belle situation. Travailler, ce n'est pas difficile, mais quitter sa famille pour travailler, ça, c'est difficile. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Tout de suite, la deuxième partie du documentaire, l'Odyssée des pêcheurs sénégalais en Bretagne. Sébastien Descared et Bertrand Dévé. À Joal Fadiout, Omar veut nous emmener là où son aventure a commencé, au port. Depuis l'arrivée dans les années 70 de familles de pêcheurs originaires de Saint-Louis, cette ville compte maintenant plus de 50 000 habitants qui vivent principalement de la pêche. Tout ce monde-là que tu vois sur le quai, c'est le poisson qui les fait vivre en fait. Non. La sardinelle, non seulement c'est le poisson qu'on trouve le plus, qui est le plus pêché dans ce port, et c'est le poisson en fait qui fait vivre bon nombre de gens. Parce que c'est le poisson que ce charretier charge pour les amener là où les femmes les font fumer ou sécher. Nous tous, nous avons remarqué que ça a beaucoup diminué. Parce qu'avant, il y avait de la sardinelle partout, surtout en ces périodes-là. Parce que je vois que la situation, c'est de pire en pire.
Et ça me rend vraiment triste parce que je suis né ici, je connais l'histoire de la ville, je connais l'évolution de la situation. Je sais ce que ça vaut le poisson dans cette ville. Je sais combien de familles en dépendent. Donc si je vois la situation actuellement, je me pose beaucoup de questions dans ma tête. Je me dis, mais ces petits gamins-là que je vois en train d'apprendre le métier de pêcheur, dans 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? La pêche artisanale est devenue un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Plus de 20 000 pirogues pêchent chaque jour sur les 700 km de côte du Sénégal. La surexploitation guette, et cela inquiète beaucoup les marailleurs. Ces gens que vous voyez, ils viennent partout du Sénégal. De la campagne, on a aussi d'autres Africains, on a des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens. Ils vont à la pêche, ils passent la nuit, passent la journée, ils reviennent, ils ne gagnent rien. Parfois, ils voient des gens qui vont à la pêche pendant 15 jours, ils reviennent, ils ne gagnent rien. Là, actuellement, nous avons une mer morte. Osons le dire, on a une mer morte. Parce qu'on a pêché anarchiquement pendant des années. Tout le monde sait ce qui ne va pas. Et on est là tous à regarder sans rien dire. On sait qu'il y a des techniques de pêche qui ne sont pas bonnes. Nous sommes là et on ne fait rien. L'exode rural et la prolifération d'une pêche artisanale non réglementée menacent l'avenir du secteur. Une situation d'autant plus grave qu'au large existe une redoutable concurrence, celle de la pêche industrielle. Un jeune pêcheur a tenu à nous montrer des chalutiers détenus par des sociétés mixtes à capitaux asiatiques qui opèrent sous pavillon sénégalais. Ils empiètent progressivement sur le territoire de la pêche artisanale et augmentent la pression sur la ressource naturelle. Faute de moyens ou par manque de volonté politique, l'État n'exerce aucun contrôle sur ces bateaux qui pour la plupart sous-déclarent la quantité de poissons pêchés. En 2017, le gouvernement a mené une opération test. Ils ont chargé Greenpeace d'effectuer des contrôles sur des chalutiers en vérifiant les tonnages déclarés, la taille des poissons pêchés, ainsi que la largeur des mailles des filets. C'est l'image là qui m'intéresse. 49, 52, 52. Captain, you passport. Sur plus de la moitié des contrôles effectués, les bateaux étaient en infraction. Tout le monde pille, tout le monde pêche. N'importe qui peut pêcher n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Ça n'a rien de durable, ça. Mais maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut aller vers la préservation des ressources pour la pêche artisanale? Parce que c'est celle-là qui nous intéresse. Nos pêcheurs sont en train de se transformer en réfugiés pour rentrer dans vos pays parce qu'il n'y a plus de ressources. Avant que je sois ministre, on avait le droit d'attraper un mérou qui avait 20 cm. Bon, on a introduit la notion de taille marchande pour que ce mérou ait le droit de se reproduire au moins une fois avant qu'on le pêche, 42 cm. On ne doit pas avoir le droit de pêcher un poisson qui ne s'est pas reproduit au moins une fois. Si vous prenez un éleveur quelconque, il ne va jamais tuer une brebis qui porte un bébé. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de tuer un pieuvre qui porte un bébé? L'équilibre fragile de la pêche sénégalaise est aussi menacé par un autre phénomène, le boom de la farine de poisson. Exportées vers les marchés asiatiques et européens, ces farines, utilisées pour l'aquaculture, sont produites sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, grâce à des capitaux étrangers. À l'origine, elles devaient uniquement recycler les déchets de poissons. Mais aujourd'hui, elles utilisent aussi du poisson frais, comme la sardinelle. Ces pêcheurs-là savent que vendre à l'usine, c'est beaucoup plus bénéfique pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent même aller pêcher des juvéniles. Et c'est ce qui est le cas justement, de ce qu'ils peuvent avoir dans l'immédiat. Qui les pousse à demander aux pêcheurs, allez-y pêcher, si vous venez, quelle que soit la production, quelle que soit la quantité, l'usine peut le prendre. Et pour avoir 1 kg de farine, il faut 5 kg de poissons frais. Et que ces poissons-là, c'est les petits pélagiques qui sont consommés par les populations sénégalaises.
Ces pratiques pénalisent les populations les plus fragiles, comme les femmes, qui transforment la sardinelle et qui se retrouvent en compétition avec les usines de farine. C'est une concurrence déloyale. Et comment tu veux maintenir l'emploi de ces bonnes femmes qui font beaucoup pour la pêche, qui sont les piliers de ces familles-là, qui éduquent leurs enfants, nos enfants. On les prive de ne plus avoir accès à cette ressource. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous tous nous sommes interpellés. Pourquoi ces usines se sont implantées au Sénégal au point de vue qu'on veut restaurer la ressource? demal si moom tuuti ma xool may ma biscuit waay daa jeex boo ko andiwuloon du baax de. Que faudrait-il faire pour que le poisson revienne enfin? Karim Sall, un ancien pêcheur, a créé une AMP, une aire marine protégée pour préserver la ressource naturelle. Chaque jour, il se bat contre les pratiques dévastatrices des braconniers. C'est un filet qu'on appelle des filets très marins qui pêchent tout. C'est des filets vraiment négatifs. Mais le gars a essayé de pêcher hors de l'AMP. Un filet ici, un autre filet derrière et un petit filet dedans. S'il rentre à partir d'ici, c'est pas grave pour lui. Mais à partir de là, il ne pourra pas revenir. Donc tous les poissons qui passent sur ce filet sont attrapés. Ils le posent à la sortie de l'AMP parce qu'ils savent que s'ils le font dans l'AMP, ils seront pris. Et ils le posent à la sortie de l'AMP parce que les poissons ils sortent. On dit qu'on ne doit pas dépasser 250 000 tonnes de sardinelles par an. Si on le dépasse, on est en train de pêcher les stocks. Rien qu'à Joal, en temps plein, on pêche plus de 150 000. Ça veut dire que toutes les espèces de poissons au Sénégal sont surexploitées maintenant. Pour Karim, replanter les palétuviers dans les mangroves où le poisson vient se reproduire est désormais une nécessité si l'on veut sauver le pays d'une faillite écologique. Si ici ce pays est stable, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est parce que les gens ont de quoi manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du poisson. Nous, on n'a ni d'or, ni diamant, ni rien du tout. Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? On va se manger entre nous. Parce qu'on n'aura plus de quoi manger. Parce que le poisson, il a besoin de se reposer. Il a besoin de se reproduire. Il faut protéger certaines espèces en faisant des repos biologiques pour leur donner le temps de se reproduire. Mais on ne peut pas mettre derrière chaque pêcheur une garde pour le surveiller. Il faut responsabiliser ces pêcheurs. Et ces pêcheurs aussi doivent savoir que c'est ça, on nous a légué ça à nos parents et nous, on doit ça à nos enfants. Et si ça rentre dans la tête de ces gens-là et qu'ils comprennent, ce sera plus facile de gérer ces ressources. C'est la seule solution. Ça va durer 2, 3, 4, 5 ans. On va serrer les ceintures, mais ce sera pour la génération future. Dans la baie de Han, près de Dakar, la situation est encore plus critique qu'à Joal. Les bateaux sont à quai. Le poisson se fait de plus en plus rare. Conséquence de la surpêche et de la pollution. Pour nous, nous sommes des pêcheurs. Aujourd'hui, tu peux avoir, demain, tu peux perdre. Mais il faut aller. Cette nuit, rien. On n'a fait rien. On n'a trouvé rien. On a fait presque 80 ou plus de 80 km. Aujourd'hui, on va retourner tenter la chance. C'est comme ça le travail. Ça dépend de Dios. Oui, j'ai même travaillé dans un port de Valence. Eux, ils me demandaient d'avoir un diplôme pour avoir des papiers, pour puisse travailler. Mais j'ai eu les diplômes, mais le papier, non. Mais ils m'ont expulsé, je suis là maintenant. Mon fils est resté là-bas avec sa mère. Par exemple, si tu es dans un pays 10 ans, tu ne peux pas avoir un papier pour travailler, c'est du perte de temps.
La jeunesse se désespère et ne rêve que d'une chose, quitter le pays pour aller en Europe, sans réaliser vraiment les risques qu'ils encourent lors de la traversée. Oui, tout le temps, il y en a des jeunes qui veulent partir. Il y en a certains, tu ne peux pas expliquer quelque chose qui entre dans leur tête. Eux, ils doivent aller y voir. Après, ils comprendront ce que tu leur avais dit. Eux, ils partent à chaque fois à la mer et ils n'y trouvent pas des poissons. Ils n'y trouvent rien. C'est pour cela que les jeunes sont obligés maintenant de partir vers l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes sont morts. L'année dernière, on avait un ami qui est décédé. Il s'appelait Mahada. Il est décédé en Libye. Les jeunes vont partir. Pareil pour moi aussi, pareil pour mon frère aîné. On va tous partir, quoi. Les pêcheurs sénégalais seraient-ils devenus des réfugiés écologiques? Loin de leur lutte traditionnelle, ils s'aventurent aujourd'hui partout en Europe. Loin de chez eux, là où il y a encore du poisson, prêts à braver tous les dangers. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Ce soir, notre Paris des Arts prend la direction du Mexique en compagnie du comédien mexicain Yanis Guerrero. Nous partons aussi à la rencontre de deux jeunes artistes, l'une française et l'autre mexicain, Gladys Alonso et Alan Villavicencio, qui partagent le même atelier. Reportage. On est ici en plein cœur de la ville et pas n'importe quelle ville. Pas n'importe quelle ville. C'est une ville que tu aimes? Oui, une ville jeune, une ville dynamique, remplie d'artistes, de musiciens. Moi j'adore Mexico. La 4e ville la plus peuplée au monde. 21 millions d'habitants, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, mais c'est pas 21 millions dans la ville de Mexico. C'est-à-dire que c'est Mexico et ses alentours. On est aussi ici un peu perché. Ouais, 2250 mètres. On est sur l'une des places les plus grandes au monde. C'est la place de la Constitution que les Mexicains appellent Zócalo. Pourquoi voilà. Zócalo? Eh bien parce qu'au début, il devait y avoir un monument, mais il n'est jamais arrivé. Il est resté que le socle. Zócalo, ça veut dire socle. Socle, ouais, voilà. D'ailleurs, c'est un point de rassemblement pour les Mexicains. Oui, dès qu'on a quelque chose à dire, eh ben, tout le monde se rassemble là. Mais c'est une des places les plus politisées, on va dire.
Alors, juste en face, c'est le palais national de Mexico. C'est le siège du gouvernement, c'est ça? Oui, c'est pas là où habite le président, il habite à Los Pinos, mais c'est là où siège officiellement le gouvernement. Cette cathédrale métropolitaine de Mexico, elle est immense. À l'intérieur, il y a 16 chapelles, 5 hôtels, des œuvres d'art, l'hôtel du pardon. Est-ce que vous avez des choses à vous faire pardonner, vous? Non. Non. Non, je crois que ça va, je crois qu'on est libre de péché. Ah, c'est bien. Mais de toute façon, sinon, j'ai vu qu'il y avait un petit rituel de purification juste en bas, là. Il y a de tout. Tu peux soit te faire pardonner par la religion catholique, soit faire un petit rituel de purification avec des œufs, des plantes, du copal. C'est incroyable, ça. C'est vraiment un lieu de mélange de culture ici et c'est un lieu vivant, très vivant. Tu vas nous servir de guide? Allez. Bonjour Yanis Guerrero. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi à Mexico. Enchanté, encantado. Guerrero, ça veut dire guerrier? Ça veut dire guerrier, oui, exactement. Tu es donc un guerrier, tu es comédien également. Oui. On va parler de ta carrière au cinéma qui a explosé avec ce film Nosotros los Nobles. Mais avant, tu nous emmènes en balade? Allez, vamos. Ah. Voilà. À Mexico, on passe d'un siècle à l'autre simplement en traversant une rue. La ville, construite sur les vestiges d'une cité aztèque, abrite, parmi mille autres choses, des trésors d'architecture comme le Palais des Beaux-Arts, chef-d'œuvre néoclassique et art nouveau, ou l'ultra-moderne musée Soumaya. Des marchés colorés et animés, des restaurants chics et branchés dans les quartiers de Condesa et Polanco, sans oublier des ateliers de grands artistes, notamment ceux de Frida Kahlo et Diego Rivera. Bon, Yanis, Frida Kahlo, c'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle est morte. Quelle place elle occupe dans le cœur des Mexicains? Eh bien, je crois que Frida Kahlo et Diego Rivera aussi, pour moi, ils ont construit un peu l'image de la mexicanité. Diego Rivera collectionnait justement tous ces objets-là, aztèques, mayas, et ça, tu peux le voir aussi dans leur peinture. Ils ont construit énormément avec leurs tableaux une image du Mexicain. Alors là, on est dans leur jardin. À l'époque, il y avait des chiens, il y avait des perroquets, il y avait même des singes. Elle était assez fantasque, Frida Kahlo. Oui, oui, et je pense qu'ils habitaient tous les deux dans cet univers bohème, on va dire, des artistes mexicains. Ils ont connu plein d'artistes, et puis étrangers aussi, Picasso, plein de musiciens, Trotsky aussi, entre autres. Ouais, la maison Trotsky était hébergée ici, et ils ont communié dans ce milieu très politique de l'époque. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus grâce à Alexandro, qui va être notre guide. Hola, Valérie. Bonjour. Quels sont les trésors de cette collection, puisque cette maison est devenue le musée Frida Kahlo? Il y a un peu de mobilier, il y a un peu dans la chambre à coucher, des lits, des armoires, des objets personnels, des habillements et tout. Dans cette maison, elle a vécu de grands plaisirs, mais de grandes souffrances aussi, de grandes douleurs. Elle était une gamine de 6 ans quand ils ont découvert qu'il avait polio dans sa jambe droite. La polio. Ouais. La polio. À 18 ans, il a le fameux accident qu'elle va avoir à Coyoacán. Ils se sont écrasés. Il a eu un accident de tramway. Oui, son corps a été littéralement broyé. Exactement. Oui, oui. Donc, il a vécu avec cette douleur constante. C'est pas quelqu'un qui est connu pour ses couchers de soleil ou pour ses natures mortes. Et à travers ses autoportraits, elle te raconte son histoire. Une des plus connues, c'est le de Frida, où il se voit avec son passé préhispanique, habillé comme une teguana. Sa mère, elle était de Oaxaca. Et puis une autre complètement européenne, que c'était la Frida que Diego aimait, la mexicaine, et l'européenne à qui il a rejeté un tout petit peu. Et là-bas, c'est leur chambre. C'est la chambre à elle. Il y a les cendres de Frida Kahlo dans cette chambre. C'était sa volonté? C'était sa volonté. Quand elle était près de mourir, elle voulait se faire brûler parce que cet corps, il avait donné tellement de douleur, tellement de souffrance. Mais je crois aussi qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas être allongée, parce qu'elle avait passé toute sa vie allongée. Donc là-bas, il y a une installation provisoire, mais c'est très très intriguant, on va voir. Ah oui, on va aller les voir, ça vaut la peine. Allez. On y va, allez. On y va, on y va. Regarde si c'est beau. Ouais. C'est un hôtel spécialement pour la fête des morts. C'est une tradition préhispanique qui a passé dans les temps modernes où l'on croit que les morts de la famille ils vont venir nous visiter. Il y a de l'alcool, du sel, les fleurs. En général, c'est des aliments que les morts aimaient et on leur rend hommage.
Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne nous rendre visite, Frida, pour laisser un peu de son inspiration. Ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal, hein. Imaginez. Ouais. Yanis, on poursuit notre balade. On est à présent dans le quartier de Condessa. C'est le quartier le plus durement touché par le récent séisme qui a fait plus de 300 morts à travers le pays. Tu étais où, toi, ce 19 septembre dernier? Moi, j'étais en train de tourner. J'étais au milieu d'un tournage. Et évidemment, le tournage s'est interrompu. Et surtout, on a eu tout de suite une idée de la proportion du séisme. On avait conscience qu'il y avait peut-être des écoles qui s'étaient effondrées. Et il y avait peut-être des enfants qui étaient sous les décombres et des choses comme ça. Et ce qui est très triste, si tu veux, c'est que malgré qu'on avait déjà eu un séisme en 85, le gouvernement n'était pas prêt à répondre à ça. Mais la société civile, oui. Et la solidarité des gens a été exceptionnelle. Tout de suite, les gens qui travaillaient dans la construction ont été les premiers à arriver dans les lieux sinistrés. Et car ils savaient comment travailler justement. Comment déblayer tout ça. Et ce sont les premiers qui sont rentrés pour sortir des gens immédiatement. Après, longtemps après, il y a eu l'armée qui est arrivée et des équipes de secours. Mais pas des équipes de secours mexicaines. Enfin, quelques-unes, mais très peu. On a eu énormément de gens de solidarité qui a marqué justement ce moment-là. Beaucoup d'hôtels, notamment, ont ouvert leurs portes aux sinistrés, les ont hébergés quelques jours. C'est le cas de celui-ci, dans le centre historique, et c'est le cadre que nous avons choisi pour ton interview portrait. Très bien. Bon, Yanis. Oui. Explique-nous d'abord pourquoi est-ce que tu parles aussi bien français. En fait, mes parents, les deux sont mexicains. Ils sont partis faire des études en France. Et ils se sont rencontrés à Paris. Et moi, je suis né là-bas. Donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans à Paris. Et après, toute mon adolescence au Mexique. Je suis revenu à Paris faire des études de comédien. Donc voilà, c'est pour ça. Ta carrière de comédien, elle a réellement décollé avec ce film Nosotros los Nobles, Nous les Nobles. Voilà. C'est un blockbuster ici au Mexique. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Absolument. J'avais travaillé en tant que comédien pendant 7 ans, 8 ans au moins. Et puis tout d'un coup, après ce film, boum, il y a eu un changement qui s'est fait. Et c'est très drôle tout d'un coup d'exister pour le public, quoi. C'est très drôle, c'est très particulier. Les gens commencent à avoir de l'affection pour toi, même s'ils ne te connaissent pas, commencent à avoir une sensation de familiarité, quoi, très étrange. Me debe 2,000 pesos. No te debe nada, no llegaste a la cuota, por eso no te pagó. ¿Cuál cuota? O sea, son mis propinas, me las gané yo. ¿Ah, sí? ¿Y qué de los que estamos en la cocina? Los que limpiamos los trastes, los que trapeamos el piso, ¿qué? La propina se reparte entre todo. Bon, un succès en entraîne un autre. Tu es choisi ensuite pour être Moïse dans cette série Club des Cuerves. Voilà, exactement. Et tu es capitaine de l'équipe de foot. C'est un fantasme d'adolescent d'être capitaine d'une équipe de foot? Absolument, absolument, d'être joueur professionnel. Moi, je voulais pas être comédien à la base, je voulais être footballeur. C'est d'ailleurs la première série Netflix tournée en dehors des États-Unis. Est-ce que tu as tout de suite dit oui quand on t'a proposé le rôle? Est-ce que c'est une évidence aujourd'hui de passer du cinéma à la série? C'est très particulier parce que surtout au Mexique, la télé c'était le monde des telenovelas, le monde des feuilletons un peu moins spécifiques, on va dire. Et tout d'un coup, il y a Netflix qui arrive avec ce truc au milieu, qui sont des séries qui se voient sur un petit écran, sur un ordinateur, sur une télévision, mais qui sont très très bien produites. Et donc il y a ce nouvel univers qui arrive et qui fait exploser complètement tout ce qu'on croyait. Hier, tu nous as conviés à un tapis rouge. Ouais. Tu es venu défendre le film Vuelven. Ouais. Vuelven, c'est un film d'horreur. Donc toi, tu n'as aucun souci à mélanger tous les genres. Aucune limite, aucun souci. Non, mais en fait, c'est un film très particulier parce que la réalisatrice, j'avais fait un film avec elle. Et en fait, c'est une femme, qui faisait tout le temps des films, des grosses comédies. Et tout d'un coup, là, elle avait un film complètement différent, complètement particulier. Et qui a la particularité que les enfants sont les protagonistes du film. D'accord. Et donc du coup, voilà, quand elle m'a proposé le film, j'ai dit oui parce que c'est un truc complètement différent. J'avais jamais fait de l'horreur comme ça. C'est un film d'horreur fantastique, un peu étrange, quoi. Tigres. L'écriture, c'est aussi une autre corde à ton arc. Tu as écrit un film qui s'appelle Malamados, que tu as coproduit. Est-ce qu'il a rencontré le succès que tu espérais?
Oui, parce que c'est un film que j'ai écrit quand je commençais à Chaillot, je crois que je devais avoir 23 ans. Et je me suis dit qu'il fallait que j'écrive des choses pendant que j'étais là-bas. Et je suis venu le tourner pendant un été avec des potes. C'était une production complètement indépendante, complètement à l'arrache. Mais avec ce film-là, on est parti à New York et on a gagné deux prix au Festival du film de New York. Et ça a commencé à nous ouvrir des portes ici au Mexique par rapport aux autres choses qu'on faisait et tout. Moi, j'adore écrire. C'est vraiment un vrai plaisir, quoi. À Hollywood, on courtise beaucoup les réalisateurs mexicains. Je pense notamment à Iñárritu ou Cuarón. Hollywood, c'est un rêve pour toi? Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'à Hollywood, ils courtisent tout ce qui est talentueux, quoi. Je pense. Et je pense qu'en particulier, Del Toro, Cuarón, Iñárritu, Rodrigo Prieto, qui sont très talentueux, quoi. Hollywood s'est construit comme ça, avec des gens très talentueux du monde entier. Qui viennent et qui construisent ce monde de rêve. Tu réalises que tu me déçois beaucoup là, parce que tu m'expliques que tu préfères Hollywood à Paris. C'est pas que je préfère. Le pont a l'air plus naturel en tout cas. Non, mais je crois que Hollywood me préfère que Paris, tu vois. C'est pas un choix que moi je fais. Moi j'adorais travailler à Paris, mais la réalité c'est pas, il n'y a pas de rôle pour moi en France. Par contre, à Hollywood, c'est naturel qu'il y ait des rôles pour moi parce qu'il y a une vraie culture latino-américaine. Dans ce Mexico des arts, nous allons nous intéresser à cette nouvelle génération d'artistes qui fait exploser la scène contemporaine. Rencontre avec Gladys Alonso et Alan Villavicencio. Elle est française, il est mexicain, ils partagent le même atelier. Hola! Hola! C'est ici que ça se passe? Oui. Entrez. Un plaisir, Gladys. Valérie, enchantée. Bonjour. Enchanté. Donc ici, c'est votre royaume, votre atelier. C'est là que vous créez. Voilà. Vous ici? C'est ça, de ce côté. Et Alan. Oui. Donc vous, votre truc, Gladys, je crois que c'est de récupérer tout ce que vous trouvez, un peu comme une chasse au trésor. Vous vous inspirez beaucoup de la ville. Oui, c'est ça. C'est une vraie relation avec les matériaux qu'on a au quotidien. Et c'est vraiment de trouver en eux une autre âme, une autre façon de les voir. C'est vrai que vous nous offrez des créations qui sont très architecturalisées, qui jouent avec l'espace, comme cette sculpture. Quel est le propos? Qu'est-ce que vous racontez? C'est vrai que la relation entre architecture et sculpture est très proche. Et j'aime vraiment la relation que le corps peut avoir avec une sculpture. Je cherche vraiment que chaque sculpture fonctionne un peu comme quand on rencontre une personne, qu'on s'approche, on a cette première identité, cette première impression. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le pont de culture. On va aller voir Alan, voir ce qu'il fait. Totalement. Allons-y. Bonjour Alan. Alan, c'est intéressant pour toi de partager ton atelier avec une Française. Est-ce que vous croisez vos regards sur l'art? Est-ce que vous vous enrichissez l'un de l'autre? C'est une expérience très enrichissante de rassembler deux contextes, le Mexique et la France. Et quand j'ai rencontré Gladys, ça nous a rapprochés dans la façon de voir ces contextes. Bon Alan, vous nous faites découvrir vos toiles? Oui. Oui, allez. Comme Gladys, vous exposez à l'étranger. Est-ce que vous avez le sentiment que les artistes mexicains ont la cote à l'étranger, sont reconnus à l'étranger? Depuis quelques décennies, l'étranger s'ouvre à l'art mexicain. En ce moment, je commence à exposer hors du Mexique et l'exposition est très bien reçue et accueillie par les étrangers. Je pense que l'art mexicain est en plein boom.
On ne pouvait pas se quitter sans une balade au fil de l'eau sur les canaux aztèques de Xochimilco. C'est malheureusement la fin de ce Paris des Arts spécial Mexico. Mais vous pouvez bien sûr revisionner l'émission sur notre site internet france24.com. Je vous propose de se quitter en images avec nos plus beaux moments. À très vite. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Depuis 2014, plus de 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui la crise politique et économique vers les pays voisins. Plus de 128 000 Vénézuéliens ont franchi le petit poste frontière de Pacaraima au nord du Brésil. Une situation qui a généré des tensions et la prise en charge de l'armée. Fanny Lotter a suivi des réfugiés vénézuéliens dans leur long parcours du combattant pour immigrer au Brésil, leur terre promise. Reportage. À quelques mètres de la frontière vénézuélienne, des campements de réfugiés, il ne reste que quelques tôles brûlées. En apparence calme, la petite ville de Pacaraima s'est enflammée il y a quelques jours. À la suite d'une agression d'un commerçant du coin, des immigrés vénézuéliens ont été victimes de représailles. Comme Juan. Regardez, ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé tout ce qu'on avait. J'ai dû courir à l'autre bout de la rue comme un fou pour qu'ils ne me brûlent pas. J'ai pris mes fils sous une couverture comme ça. Une centaine de Brésiliens s'en sont pris à son campement. La plupart des réfugiés, pris de peur, sont repartis vers le Venezuela. Juan est un des seuls à être resté. Ils avaient des couteaux et des bâtons, ils nous criaient « Allez-vous-en les Vénézuéliens, on ne veut pas vous voir ici, vous êtes des voleurs, retournez chez vous ». Maintenant oui j'ai peur, après 5 ou 6 heures, ils appellent la police. Après cet incident, la gouverneure de l'État a même appelé à la fermeture des frontières. Car depuis quelques mois, l'afflux de migrants exacerbe les tensions dans ce village de 12 000 habitants, habitué à faire commerce avec ses voisins vénézuéliens. Ce n'est pas facile ici. Tout ce que vous voyez dans nos rues, c'est de la prostitution et de la drogue. Ils défoncent nos portes et nous volent tout. Mais on n'accepte pas ça. C'est ça qu'on veut pour notre Brésil. Un sentiment de xénophobie qu'il faut relativiser selon de nombreux habitants car il est né d'un seul acte isolé. Mais à Roraima, l'un des États les plus pauvres de ce pays continent, les Brésiliens attendent surtout que le gouvernement prenne des mesures concrètes, des mesures financières pour réguler et accueillir ce flux de migrants vénézuéliens. Pour éviter d'autres violences, 120 hommes des forces nationales ont été envoyés ici. Le Haut-Commissariat aux réfugiés ainsi que l'armée ont installé ces immenses tentes sous la direction du colonel Zenata. Agents de l'État et médecins y reçoivent chaque jour plus de 500 demandeurs d'asile. Ces derniers jours, nous avons vu le nombre de réfugiés baisser et on espère qu'il y aura moins de gens qui dormiront dans les rues. 500 lits sont en construction ici pour accueillir les migrants. Un campement que le gouvernement espère temporaire. Une première étape avant un long voyage vers le sud du Brésil, l'Argentine ou le Chili. Au centre des injustices au Nicaragua se trouvent les indigènes. Ils ont été les prémices du vent de contestation qui enflamme aujourd'hui tout le pays. Les tribus dénoncent l'accaparement de leurs terres par des colons, des personnes proches du président Ortega qui n'hésitent pas à utiliser la force pour déloger les indigènes. Manon Hurtel nous en dit plus. Ils sont venus des 4 coins du pays. Certains en pirogue, d'autres en camion. Qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Les indigènes du Nicaragua sont au cœur des manifestations qui enflamment le pays depuis plus d'1 mois. Les colonies indigènes ont subi trop de massacres organisés par Daniel Ortega. Il a envoyé des colons pour nous voler nos terres. Et ça, ce n'est pas acceptable. Depuis l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega,
Les 22 peuples indigènes du pays ont vu leur territoire réduire de 40% de manière totalement arbitraire. Comme ici, dans ces montagnes protégées par l'UNESCO, 30 000 indigènes luttent pour garder leurs propriétés. Benito s'est fait expulser en 2013. De ce poteau ici jusqu'à l'arbre là-bas, c'est notre terrain. Cette terre appartenait à nos ancêtres, à la famille de mon père et de mon grand-père. C'est pour ça que nous luttons. Ça nous a toujours appartenu. Comme 36 autres familles, Benito a perdu ses terres au profit de ceux que les indigènes appellent les colons. Des entreprises qu'ils accusent de détruire illégalement leurs forêts. Daniel Ortega y aurait installé ses proches pour faire commerce du bois. Benito et ses amis ont intenté une action en justice pour récupérer leurs biens. Je voudrais qu'il me restitue cette partie du terrain. C'est délimité ici, et puis là. Humberto, le président de la communauté, se charge de les représenter au tribunal. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partialité de la part de la justice et de la police nationale pour favoriser les colons. C'est évident. Ceci est le titre de propriété original de la communauté indigène de Rinotega, datant de 1723. C'est lui qui prouve que nous sommes les seuls propriétaires de ces terres. Par 2 fois, la justice leur a donné raison. Pourtant, ces indigènes vivent toujours dans des campements de fortune. Sans terre à cultiver, Benito n'a plus aucun revenu. Voilà ce que nous mangeons tous les jours, seulement des haricots et des tortillas. Depuis qu'ils nous ont expulsés de la propriété, nous n'avons plus de récolte à vendre. Donc, on ne peut plus rien acheter pour manger correctement. Pour retrouver leur terrain et leur honneur, les indigènes de la réserve et de tout le pays comptent maintenant sur la chute de Daniel Ortega. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.